à vous dire sur la thématique du logement en Australie, mais vous allez pouvoir poser vos questions et on les prendra au fur et à mesure du live. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi aujourd'hui on a PVTIS d'une part, WHV Australie d'autre part. En fait, on se complète, c'est-à-dire que PVTIS.net, on est vraiment là depuis 20 ans sur le PVT, le programme vacances-travail, le Working Holiday Visa, comme vous avez envie, pour vous donner de l'information gratuite via des tutoriels, des dossiers thématiques, des témoignages. Vraiment, il y a beaucoup de choses sur le site. Et en complément, whvaustralie.com vient se focaliser uniquement sur la destination Australie, alors que sur PVTIS, on parle de tous les pays dans lesquels vous pouvez partir. Et puis, il y a des formats qui changent aussi. WHV Australie est beaucoup sur Insta, sur TikTok. Il y a pas mal de formats vidéo. Donc, en fait, en étant sur les deux sites, sur nos deux réseaux, Instagram, TikTok, vous allez forcément trouver des choses qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout des deux côtés. Je précise que sur WHV Australie, vous avez notamment des choses très utiles. Vous avez un guide gratuit au format PDF qui s'appelle Acheter et vendre, parce qu'il y a aussi la partie vente à la fin du PVT, un véhicule en Australie. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez aussi un autre guide gratuit en PDF qui détaille les villes australiennes. Vous êtes nombreux à nous demander: est-ce que j'arrive à Sydney, à Perth, à Brisbane, à Melbourne? Eh bien, ça peut vous aider aussi à faire votre choix. Et puis, vous avez une carte interactive, elle aussi gratuite. Je pense que je vais m'arrêter là après de dire gratuit, parce que tout est gratuit, autant sur whvaustralie.com que sur pvtis.net. Donc, la carte interactive des fermes en Australie. Vous allez pouvoir trouver des adresses ou postuler. Pour la retrouver, vous allez aller sur whvaustralie.com/ travailler-fruit-picking. On vous mettra un lien plus rapide sur whvaustralie.com très prochainement, mais n'hésitez pas à aller passer une petite tête sur tous les contenus qui sont sur le site. Sur les deux sites, vous avez aussi des réductions, des avantages pour vos transferts d'argent via Wise. C'est le meilleur bon plan qu'il y a sur Internet. C'est vraiment un premier virement sans frais à hauteur de 2500 € environ. Vous avez aussi, je pense, le meilleur bon plan de traduction de permis de conduire avec Altus qui est à 22,50 €, beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et le traducteur est trop sympa, trop efficace, très rapide. Donc vraiment, ne vous en privez pas. Vous avez aussi des bons plans pour vos billets d'avion. Et puis, jusqu'à la fin du mois de janvier, si vous prenez l'assurance Globe PVT pour la destination Australie, vous avez 10% de réduction, même si vous partez plus tard. Par exemple, vous partez le 30 juin en Australie. Si vous souscrivez à votre assurance Globe PVT là en janvier, avant la fin, maximum le 31 janvier, vous aurez 10% de réduction. Vous allez payer votre assurance maintenant, mais elle débutera bien sûr en juin, quand vous allez partir. Vous n'allez pas payer dans le vide jusqu'au mois de juin, je vous rassure. Je précise également que Morgane fait des ateliers en visio régulièrement sur pvtis.net pour ceux qui partent en Australie. Les prochaines dates, ce sera le 22 février, donc la semaine prochaine, et ensuite ce sera le 22 janvier, le 22 janvier, et ensuite les 5 et 19 février. Ces ateliers, en gros, vous allez passer 1 heure, 1 heure 15, 1 heure et demie avec Morgane et d'autres personnes qui partent aussi en Australie. Et vous allez pouvoir vraiment parler de la dernière ligne droite avant le départ. Qu'est-ce qu'il faut bien penser à faire avant de partir? Les inquiétudes aussi à partir. Peut-être que vous commencez à vous poser des questions sur votre projet. Ça pourrait être abordé aussi. Et puis, qu'est-ce qui vous attend à l'arrivée? Qu'est-ce qu'il faut faire dès le début? Le TFN, la banque, d'autres choses. Voilà, tout ça, Morgane pourra répondre à vos questions. Donc, ces ateliers, vous les retrouvez sur pvtis.net/atelier au pluriel. Et puis, si vous partez que dans 6 mois, 1 an, vous aurez d'autres dates qui vont bien sûr s'ajouter. Voilà, moi, j'ai fait un PVT en Australie il y a 8000 ans à peu près. Pour autant, j'ai rien oublié tellement c'était génial en termes de voyage, en termes de rencontres, d'épanouissement personnel. Ça a vraiment changé ma vie, je pense. Ça m'a montré que j'adorais le voyage, que j'adorais les road trips, rencontrer des gens très différents sur ma route, que j'aimais aussi partir comme ça sans savoir ce qui allait m'attendre. Gros avantage du PVT, c'est une page blanche. On verra ce qui va se passer. Vraiment, j'ai adoré ça. Donc, même si ça fait longtemps que je suis partie, je peux quand même donner pas mal d'infos. Et puis, Morgane, tu es revenue il y a moins longtemps que moi. Donc, je te laisse te présenter puis commencer le sujet du jour, donc le logement en Australie. Alors, merci pour l'introduction. Du coup, moi également, je suis partie en Australie, effectivement, un peu plus récemment. Je suis partie en avril 2022, donc juste après la réouverture des frontières. Je suis rentrée 1 an plus tard pour mon premier PVT, donc en avril 2023. Donc j'ai pu avoir un peu une expérience assez récente sur le PVT Australie.
Effectivement, c'est un PVT qui permet beaucoup de choses, mais il y a cette partie un petit peu organisation qui a un petit peu évolué sur les années, et donc on a vu des choses qui ont changé, notamment en termes de logement. Et donc c'est la thématique du jour, et je trouve ça trop bien qu'on en parle parce que c'est un sujet qui revient beaucoup pendant les ateliers que j'anime du coup sur PVTIS, comme tu l'as dit. Donc c'est une thématique qui est importante, et notamment sur la préparation au départ et surtout sur la préparation à l'arrivée. Donc je pense que je peux directement rentrer dans le vif du sujet, Oui. et comme ça les gens pourront au fur et à mesure poser leurs questions sur le logement. On y répondra aussi au fur et à mesure. Donc c'est vrai que ce que je dis surtout dans les ateliers, et le point que j'aborde en priorité, c'est de bien penser à anticiper son organisation au départ, et surtout donc du coup à l'arrivée en PVT Australie. On va dire que dès qu'on a son billet d'avion, qu'on a son visa en premier, ensuite son billet d'avion, qu'on détermine également sa ville d'arrivée, il faut commencer à réfléchir un petit peu à son logement à l'arrivée en PVT Australie. On peut se dire qu'on va attendre un peu le dernier moment, mais moi, ce que je recommande, c'est au maximum d'anticiper, et pour bénéficier des meilleurs prix et également des meilleures prestations en termes de logement. Même pour les courtes durées, hein, on peut avoir des logements qui restent quand même plus intéressants, même 6 mois avant de partir. Et ce que je recommande aussi, au-delà de l'anticipation, c'est d'avoir au moins une semaine, voire 10 jours dans un logement courte durée. Comme ça, il n'y a pas d'engagement, mais on sait qu'on a un pied-à-terre en Australie quand on arrive. On se remet de son voyage, on se remet du décalage horaire. On organise aussi les premières démarches à l'arrivée, comme tu l'as dit, demande de TFN, ouverture d'un compte en banque. Et donc comme ça, on est tranquille, on sait où on arrive en Australie, et on peut se remettre un petit peu du voyage. Donc c'est un petit peu les conseils que je donne, et effectivement, quand on parle de logement courte durée, il y a plusieurs options qui s'offrent un peu à nous. On va dire qu'il y a 4 possibilités. On a notamment les Airbnb et les hôtels. C'est un peu le schéma classique quand on voyage. On se dirige souvent vers ces types de logements-là. Donc effectivement, ils sont intéressants. Peut-être moins en termes de prix, ils vont être quand même plus chers. Prestations qui seront quand même meilleures, avec plus de confort, plus d'intimité. Lorsqu'on part à deux en couple, c'est toujours une bonne solution. Même si quand même le côté un petit peu négatif de ces logements, c'est le fait d'être un petit peu isolé des autres voyageurs, dans un format un peu PVT, où on souhaite rencontrer souvent d'autres personnes, on souhaite se créer un réseau. C'est un peu moins le côté avantageux. Enfin, c'est un inconvénient du coup pour ce type de logement-là. La troisième option, c'est évidemment les auberges de jeunesse. On va dire que c'est un peu le logement type chez les backpackers, chez les PVTistes en règle générale. C'est un peu des lieux de vie commune qui permettent de rencontrer pas mal de gens, qui permettent de se créer un réseau pour chercher ensuite du travail, peut-être une colocation, un autre type de logement, et basculer ensuite sur du plus long terme. Donc c'est vrai que c'est une bonne option. Après voilà, en termes de confort, il faut avoir conscience que ça reste un peu moins bien que si on était forcément dans un hôtel. Donc ça va un peu dépendre de votre profil de voyage et de ce que vous attendez, de votre budget également. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Et une autre solution aussi, on entend un peu moins parler, on en a parlé tout à l'heure en off avec Julie, mais c'est vrai que le couchsurfing, c'est une option qui existe et qu'on oublie parfois, que je trouve un peu moins populaire, en tout cas de mon expérience et des retours que j'ai pu voir sur l'accès au logement en Australie. Mais c'est une bonne occasion de pouvoir du coup loger chez un habitant gratuitement pour une courte période du coup. Donc voilà, on va dire qu'il y a plusieurs types de logements courte durée qui peuvent être pertinents pour bien démarrer son aventure en Australie. Exactement. C'est important de bien découper, enfin de bien séparer le logement temporaire quand on arrive, celui qu'on va réserver avant de partir pour se dire je sais où je dors, parce que peut-être que ça vous paraît fou, mais j'ai connu des PVTistes qui arrivaient sans logement, comme ça, là, après 25 heures de vol, je sais pas où je dors. Moi, je trouve que ça, c'est quand même un petit peu, enfin, pourquoi pas, hein, mais vous infligez pas ça. Donc, séparez vraiment cette partie temporaire d'une vraie recherche de logement. Ça vous évitera aussi de louer des choses qui n'existent pas, des arnaques, etc. Et puis voilà, c'est quand même pas la même recherche. Je trouve c'est beaucoup plus facile de se loger très temporairement que de se loger ensuite en Australie. Il y a quelqu'un qui nous demande si t'es parti avec, enfin je pense que la question est pour nous deux, si t'es parti avec une fille, avec un garçon, si t'es parti solo, comment? Alors je suis partie en couple, donc avec mon copain, et on a fait le choix de commencer par une auberge de jeunesse. Justement parce qu'on parlait pas anglais, qu'on était un petit peu dans le flou artistique du PVT. Donc on avait réservé une semaine en auberge de jeunesse, et ensuite on a basculé sur un Airbnb.
Mais pour l'auberge de jeunesse, par contre, on avait pris une chambre double privée. Donc, on avait le côté très auberge de jeunesse, donc avec les autres personnes, donc la communauté finalement, et le côté intimité avec une chambre privée qui était forcément plus chère, mais qui était un avantage pour nous quand on part en couple, c'est toujours mieux. Tout à fait. Et moi, je suis partie en solo, donc auberge de jeunesse, dortoir de quatre filles, auberge, voilà, c'est sympa, que j'avais pas pris, pas dans le centre de Sydney, je l'avais pris un petit peu plus excentré, donc c'était un peu plus à taille humaine. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, ça m'a fait du réseau, c'est des gens que j'ai vus, revus. On est chacun ensuite parti en coloc, mais on s'est revus pour des anniversaires, des barbecues, etc. Et sans que ça devienne mes meilleurs amis, c'était des points de repère pour moi à Sydney, et puis on était mutuellement nos points de repère. Ça peut paraître idiot, mais quand on arrive dans un nouveau pays, c'est sympa de se dire tiens, je vais voir mon pote allemand, je vais voir ma copine française par exemple rencontrée en auberge. Donc voilà pour nos expériences personnelles. Encore une fois, là, je vois qu'il y a des questions qui ne sont pas en lien avec le logement. Là, on va vraiment se focaliser sur la question du logement, mais je vous rappelle qu'une fois par semaine, sur le compte Insta PVTiste, on fait 1 heure de questions-réponses en direct sur le PVT en général, toutes destinations confondues, toutes thématiques confondues. Donc là, je vous retrouve mercredi midi ici pendant 1 heure jusqu'à 13 heures pour répondre aussi à vos autres questions. Et la semaine suivante, ce ne sera pas le mercredi, mais le mardi 21. Voilà. Je continue donc sur la thématique du logement. Donc oui, je disais plutôt pas chercher à distance. Il y a quand même des risques d'envoyer de l'argent à un inconnu, de quelqu'un qui vous dit voilà, je suis actuellement en mission humanitaire, mon cousin va vous envoyer les clés, blablabla. Quand on commence à partir dans des trucs comme ça, c'est quand même mauvais signe. Et puis il faut savoir que les arnaqueurs sont très innovants. Ils ont souvent des très bonnes idées, mais là-bas comme ici, on entend plein d'arnaques toutes les semaines qui apparaissent. Donc vraiment le mieux c'est d'aller sur place, de prendre un logement temporaire, de visiter un peu les quartiers. Peut-être même que vous allez arriver dans une ville où vous allez vous dire je déteste. Et bah taillot, partez, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de rester. C'est pas parce que vous avez décidé d'arriver dans cette ville que vous devez y rester. L'avantage de VPVT, c'est que vous pouvez justement faire un petit peu ce que vous avez envie. Et puis si au contraire vous vous y plaisez bien, vous pouvez vous mettre à chercher une colocation. Si vous vous dites je resterai bien 1 mois ici, vous cassez pas la tête avec à chercher une colocation, restez peut-être en auberge. Il y a des auberges qui font des prix au mois. Ça peut aussi être une solution comme ça. Alors, la réalité de la recherche de logement, alors c'est vrai que nous en France, surtout quand on vit dans les grandes villes, on a l'habitude d'un marché du logement qui est très tendu. Pendant beaucoup d'années, ça n'a pas été si compliqué que ça de trouver un logement en Australie, ou en tout cas, voilà, si on se donnait un peu les moyens, c'était plus simple. Là, on voit que c'est plus compliqué depuis une bonne année, même un petit peu plus. On a vu la même chose aussi au Canada, puis dans certains autres pays, c'est un peu comme l'inflation, ça touche un peu tous les pays, donc il faut s'y attendre aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver de logement, ça veut dire qu'il faut quand même être au taquet, vraiment pas commencer à se lever à midi, allumer l'ordi à 14 heures, appeler le premier propriétaire à 16 heures, quoi. Moi déjà, quand j'étais au taquet, je me levais pas trop tard, je regardais les annonces tout de suite, j'appelais. Parce qu'il faut savoir que les propriétaires de colocation notamment, ils s'en fichent. Morgane, Julie, Pamela, Gertrude, vraiment, ça, ils s'en fichent un peu. On n'est pas vraiment sélectionné, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Même les autres colocataires, ils n'ont pas vraiment trop leur mot à dire. En tout cas, moi, dans ma colocation, c'est le propriétaire qui a décidé. Donc voilà, soyez vraiment proactifs dans votre recherche. En sachant aussi qu'il faut bien regarder les annonces, voir un petit peu ce qui est inclus, est-ce que les charges sont incluses ou non. Si c'est pas inclus le chauffage, attention à l'isolation. L'isolation des logements est assez mauvaise en Australie, c'est aussi le cas en Nouvelle-Zélande, au Canada. De façon générale, c'est souvent un poste de dépense élevé. Donc par rapport au prix de votre colocation, voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qui est inclus dans le loyer. Puis n'hésitez pas à regarder aussi s'il y a une assurance habitation qui est incluse dans votre colocation. Si c'est le cas, vous êtes tranquille. Si jamais vous causez un dégât des eaux qui va inonder les 6 étages en dessous, voilà, c'est quand même bien d'être sûr qu'on est couvert. Notez aussi que les préavis sont assez rapides en Australie pour quitter un logement. En tout cas, moi, je sais qu'en colocation, j'avais prévenu 2 semaines avant. Donc, ça veut dire que souvent, les propriétaires recherchent quelqu'un pour dans 2 semaines. C'est pour ça qu'il faut quand même être un petit peu actif. Peut-être que vous allez trouver tout de suite une opportunité de logement, mais que vous allez devoir quand même rester en auberge ou en Airbnb pendant 2 semaines, le temps que l'appartement se libère. Il y a aussi l'opportunité de la sous-location.
qui est plutôt pratiqué pour du très court terme. Voilà, ça peut être une option pour vous de quelqu'un qui a besoin de sous-louer son appartement parce que il part pendant 3 mois à l'étranger, bon, par exemple, ou moins longtemps. Donc ça peut être une option. Moi, je l'ai pas beaucoup vu, mais on a vu un petit peu sur les groupes Facebook que ça ressortait quand même de temps en temps. Et puis après, vous avez la location classique. Ça, il y a des gens qui nous demandent si c'est quand même possible d'avoir un vrai appartement à soi, notamment quand on est en couple ou quand on part à 3 potes, par exemple. C'est possible, mais les démarches vont être plus. Il y aura plus de paperasse, il y aura plus de vérifications sur vos économies, etc. C'est pas forcément la meilleure option ni la plus économique. Je pense que ça s'adapterait plutôt à quelqu'un, à un couple, comme je vous l'ai dit, à des gens qui viennent à plusieurs, qui ont l'intention de rester peut-être 1 an dans la ville en question, vraiment de se sédentariser, et des gens qui ont soit beaucoup d'argent de côté, soit qui ont la certitude de trouver un emploi plutôt bien payé. Parce que vous allez voir, au prochain point, Morgane va parler des loyers. On est quand même, surtout dans certaines villes, hein, ça dépend vraiment d'une ville à l'autre, mais il y a des loyers qui sont quand même assez salés. Vous avez aussi parfois, j'ai noté parce qu'il y a différents types d'appartements en Australie. Vous avez notamment les condos qui, eux, vont être assez chers. Un condo, en gros, c'est dans les grandes tours. Parfois, ça va inclure des fois une piscine, une salle de sport. C'est des immeubles assez modernes. Attention, quand vous arrivez en PVT, si vous arrivez, je ne sais pas, avec 7 000 € par exemple, vous pouvez vous dire, ah ben ça va, je suis tranquille. Attention quand même à pas forcément prendre un loyer trop élevé. Parce que des fois, on se rend pas compte que payer son loyer, je vais revenir après, il y a une caution, il y a des semaines d'avance à donner, et puis peut-être qu'on va pas trouver du boulot tout de suite et qu'on aura quand même envie de sortir, de voyager le week-end. Les économies, ça peut descendre vite. Donc attention à pas tout de suite avoir la folie des grandeurs. Voilà ce que je peux vous conseiller, puis je vais laisser la parole à Morgane pour les loyers. Surtout en début de séjour, c'est vrai que on recommande, enfin le gouvernement australien demande 5 000 $ d'économie, mais c'est vrai que ça va vite. Donc si vous avez plus, franchement, c'est beaucoup mieux, surtout si vous envisagez de rester peut-être sur une location, voire une colocation. Et j'ai vu qu'il y avait une question qui reprenait le premier point. Est-ce que pour un premier voyage en PVT, on conseille plutôt de partir sur une auberge de jeunesse ou un Airbnb? Là, encore une fois, ça dépend un peu du profil de voyage. Mais pour un PVT, un premier PVT, je trouve que le format auberge de jeunesse, il se prête vraiment bien pour le coup à des voyageurs qui partent seuls et qui veulent justement rencontrer d'autres personnes et trouver des bons plans, peut-être trouver un travail ou ensuite un autre type de logement. Donc, je conseillerais plus personnellement de ma propre expérience l'auberge de jeunesse. Mais après, voilà, ça dépend des gens. Et du coup, oui, ouais. je t'en prie. Non, j'allais dire, je suis assez d'accord. Éventuellement, si la vie en communauté vous inquiète un peu pour le bruit, pour tout ça, les boules qui est, ça, c'est la base. Y en a qui prennent aussi un masque là au cas où les gens allument la lumière la nuit, etc. C'est pas arrivé de tomber sur des gens un peu mal élevés, disons. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, vous avez souvent la possibilité de sortir. Il y a toujours quelqu'un, surtout dans les auberges qui sont pas trop usines. Moi, je me rappelle à Sydney, j'ai fait une semaine dans une auberge à taille humaine, comme je vous ai dit. Et ensuite, pour continuer ma recherche de colocation, je suis allée dans le centre de Sydney, dans une grande auberge où on était en dortoir de 14, 16. Et alors là, j'ai quasiment rencontré personne. C'était trop de gens. Donc, des auberges un petit peu moins grandes, des dortoirs un petit peu moins grands, c'est aussi l'occasion que quelqu'un dise qui veut aller boire une bière. Et là, il y a 12 personnes qui disent moi et on y va. Et voilà, vous les connaissez pas vraiment, mais encore une fois, c'est le début de votre PVT. Moi, je suis auberge à fond. Je pense que le Airbnb tout seul, c'est le risque de rencontrer personne et le premier soir de se dire qu'est-ce que je fais là. Déjà qu'on se le dit. Déjà qu'on se dit qu'est-ce que je fous là quand on sort de l'aéroport souvent. Mais là, dans son Airbnb tout seul, bon, voilà, je suis assez d'accord avec toi. Je te laisse continuer. Du coup, au niveau, si on revient sur les loyers, notamment en colocation, ou même en location d'ailleurs, généralement, les loyers sont payés à la semaine en Australie. Ça va dépendre quand même de vos contrats de loc, mais en règle générale, c'est une semaine, voire toutes les 2 semaines. Et effectivement, les loyers vont varier, que ce soit en colocation ou en location, selon les villes d'Australie. On va avoir quand même des villes qui seront plus chères, notamment Sydney, Melbourne, Brisbane, qui, on va dire, c'est le top 3 des villes les plus chères en Australie. Donc, il faut en avoir conscience. Peut-être même sur votre choix de ville d'arrivée, ça peut aussi être un bon argument pour peut-être changer de ville d'arrivée. Il faut aussi bien distinguer les chambres en colocation privée, où on a un lit à soi, et les chambres en colocation, où on va partager sa chambre avec quelqu'un d'autre.
Ça peut être bien notifié sur une annonce de location. Donc, c'est bien de bien être informé et de pas être étonné quand on arrive et qu'on nous propose du coup une chambre partagée finalement. Au niveau des prix en termes de colocation, les prix ont quand même pas mal évolué, même pour les auberges de jeunesse, les Airbnb, etc. Ça a bien évolué, mais aussi pour la colocation. Donc, il faut avoir conscience que les prix vont varier selon l'endroit où vous souhaitez loger, selon le quartier, selon la période de l'année également, selon les prestations, comme tu disais, Julie, qui sont proposées dans la colocation ou même dans la location. Pour une colocation, des prix qu'on a vus, c'est une fourchette. Donc, encore une fois, ça peut évoluer. On est entre 250 et 300 dollars australiens par semaine pour une chambre simple. Pour une chambre double, si vous partez en couple et que vous voulez faire une colocation en couple, ça va quand même être plus cher. Donc, ce sera entre 400 et 600 dollars. Mais voilà, encore une fois, selon les villes, ça peut évoluer. Et pensez bien qu'on parle toujours en dollars australiens quand on est en Australie. Pas en dollars canadiens ou dollars américains ou en euros. Donc faites bien la conversion, comme ça vous pouvez un petit peu voir par rapport à vos économies justement si c'est trop élevé ou au contraire si ça le fait. Super. Je vois qu'on nous demande les sites internet où chercher des locations. Alors, il y a pas mal de choses. On va y revenir un petit peu après. Morgane va vous détailler ça. Mais il y a quand même, c'est vrai que je spoil un peu, mais il y aura quand même pas mal de groupes Facebook qui vont être des bonnes ressources pour vous. Plutôt des groupes Facebook anglophones, je vous recommande, pour essayer de trouver des colocations internationales au maximum. Ou hispanophones, si vous avez envie de vivre avec des hispanophones. Mais c'est vrai que si vous cherchez sur des groupes francophones, vous risquez d'avoir beaucoup de Français, de Belges. Donc, si votre projet, c'est quand même de parler anglais, le mieux, c'est d'avoir au moins quelques colocs qui ne soient pas francophones. Voilà. C'était bon pour toi au niveau des loyers, Ouais. du coup? Ouais, super. Alors oui, effectivement, moi, dans ma colocation, on était 8. J'étais dans la plus grande tour de Sydney, au 32e étage, je crois. Et donc, du coup, il y avait 2 chambres. Alors, on avait 3 filles qui dormaient dans une chambre, 2 anglaises et une autre fille. Moi, je partageais ma chambre aussi avec une japonaise. On avait la chance de ne pas avoir les mêmes horaires. Elle se levait assez tôt pour aller en cours. Et puis, elle se couchait pas trop tard. Et moi, je vivais peut-être un petit peu plus. Voilà, on n'était pas sur le même rythme, et donc c'était parfait. Je trouve qu'on s'est pas vraiment dérangé. On faisait assez attention l'une à l'autre et tout. Il y avait un espèce de, je sais pas comment expliquer, dans le salon, il y avait des gens qui dormaient aussi. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais souvent les propriétaires, ils essayent de rentabiliser leurs appartements au maximum. Du coup, on était 8. Il faut avoir à l'esprit que quand on fait de la colocation, si vous êtes hyper maniaque, courage, ça va peut-être bien se passer, peut-être pas bien se passer. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait le ménage. Je suis pas du tout maniaque. Je suis propre, normale, enfin voilà, pas spécialement maniaque. Mais quand je suis arrivée, je me fais waouh, je vais faire le ménage. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis dit ouais, bah on va laisser ça comme ça parce qu'en fait, voilà, à 8, c'est vite crado et tout, la cuisine, la salle de bain. Donc voilà, ça peut être ça aussi l'enjeu. Donc voir si vous voulez pas trouver plutôt une colocation un peu plus petite. Après, par rapport aux auberges de jeunesse à taille humaine, j'ai vu quelqu'un nous a posé la question. Moi, j'étais dans le quartier de Newtown. Je crois que c'était à 20 minutes en bus de Sydney et c'était pas mal. C'est pour ça que la deuxième semaine, je suis quand même allée dans une auberge dans le centre. C'était pour être plus près, pour faire toutes mes visites d'appartement parce que je voulais vivre dans le centre pour rentrer à pied le soir. Vraiment, par rapport à la vie que j'avais l'intention de vivre à Sydney, je voulais quand même être assez centrale. Il y en a qui n'ont pas l'intention de beaucoup sortir le soir, mais qui veulent surfer tous les matins. On ne cherche pas dans le plein centre de Sydney. Je dis Sydney parce que c'était la ville où je suis arrivée, mais adaptez ça bien sûr à votre ville d'arrivée. Peut-être dans ce cas-là, pour garder Sydney en exemple, vivre à côté de Coogee, à côté de Bondi Beach ou carrément à Manly. Il y en a qui préféraient faire ça et venir en centre-ville quand on en a besoin. Donc, c'est ça aussi qui va déterminer où vous cherchez. Mais que ce soit en auberge de jeunesse ou en logement plus long terme, voilà, adaptez votre recherche au quotidien que vous avez envie de mener. Parce que vivre en plein centre-ville, moi, ça me correspondait, mais c'était archi bruyant hein, quand même, faut le dire. Du coup, par rapport à l'aspect légal administratif, donc on l'a dit bien souvent, en tout cas moi c'était mon cas, on paye souvent son loyer à la semaine en Australie et donc quand on va arriver, notre propriétaire il va nous demander des semaines d'avance. C'est un peu comme une garantie si jamais
vous disparaissez du jour au lendemain. Donc du coup, on va en général donner entre 1 et 4 semaines d'avance. Ça dépend des États australiens. En fait, c'est une réglementation. Moi, je crois que j'avais donné 2 semaines d'avance et en plus de ça, j'avais aussi donné souvent c'est 4 semaines de caution. Ça, c'est plus si on détériore le logement, etc. Donc vous comprenez qu'en arrivant, si vous avez à donner 5, 6, 7 ou 8 semaines d'avance de loyer, on l'a dit, ça c'est quand même plusieurs semaines, plusieurs centaines de dollars par semaine, et bien du coup vous allez avoir besoin d'argent. Les fameux 5000 dollars australiens minimum qu'il faut avoir quand on arrive en Australie. Si on fait son petit calcul, on se rend compte qu'il y a une bonne partie qui va partir sur la partie logement pour ceux qui prennent une colocation ou un appartement. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande toujours d'avoir au moins cette somme-là, voire plus, voire beaucoup plus, si jamais vous pensez acheter un véhicule, surtout un van, puisque ça aussi, c'est pas donné maintenant. Quand vous donnez du liquide, si vous donnez du liquide à votre propriétaire, pensez toujours à bien demander un reçu, faites-en une photo, envoyez-le vous par mail pour être sûr d'avoir bien la preuve, puisque la caution, si évidemment vous ne causez pas de problème au logement, vous allez la récupérer à la fin. Ensuite, bon, on l'a dit, hein, faut être proactif dans sa recherche de colocation. Il y a un gros turnover. C'est vrai que les PVTistes en Australie et puis les étudiants dans une moindre mesure, souvent ils s'installent pas un an. Il y en a qui le font, hein, qui s'installent un an dans une ville. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'installent pendant 2 mois, pendant 4 mois. Et donc il y a constamment des gens qui partent, qui arrivent, qui partent, qui arrivent. Donc c'est ça, faut pas se décourager. Il y a quand même un gros mouvement qui permet aussi à ceux qui cherchent activement de trouver. Donc voilà. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai donné 2 semaines de préavis. En général, c'est 2-3 semaines de préavis. Ça, c'est pour que le propriétaire ait le temps de lancer des nouvelles visites pour combler son appartement. Je fais juste une petite parenthèse. J'ai vu quelqu'un qui est désespéré avec sa question sur le Canada. Là, c'est vrai qu'on est là pour parler de l'Australie et plus précisément du logement. Là, normalement, je fais quand même une mini parenthèse qui rappellera à ceux qui partent en Australie qu'ils ont bien de la chance parce qu'il n'y a pas de quota pour le PVT Australie. Pour le Canada, le premier tirage au sort aura lieu aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment de... Tu ne sauras pas tout aujourd'hui. Les tirages au sort commencent aujourd'hui, a priori, cette semaine en tout cas, pour des semaines et 2 semaines. On va s'attendre à 30, 40 tirages au sort sur l'année 2025. Donc, si tu n'as pas une place aujourd'hui, tu en auras peut-être une la semaine prochaine, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois, ou pas. Donc voilà, en tout cas, on pourra en reparler un petit peu plus longuement quand même mercredi midi lors du live Insta classique. Mais je pense que la ronde aura lieu aujourd'hui. En tout cas, les dernières années, les tirages au sort, c'était les lundis. Donc on verra tout à l'heure si vous êtes plusieurs à nous crier votre bonheur. Et puis, je souhaite bonne chance pour ce nouveau... ces nouveaux jeux du PVT 2025. On revient à l'Australie, puis je te laisse à nouveau la parole, Morgane, pour les lieux où on peut rechercher un logement en Australie. Je vais faire aussi une parenthèse parce que j'ai vu une question du coup dans le chat. On nous demande s'il y a souvent des casiers en auberge jeunesse pour sécuriser un petit peu les affaires. Notamment une personne qui part avec son ordinateur, donc qui aimerait ne pas se le faire voler, ce qui est logique. Et effectivement, ça arrive très souvent qu'on propose d'avoir du coup des casiers. Ce qu'on recommande généralement, c'est de partir donc avec un cadenas. Dans un article qu'on a sur pvtis.net, on passe quand même pas mal de temps à expliquer ce qu'il faut prendre pour son PVT en Australie. Et donc ça, c'est justement indiqué également. Prendre un cadenas, ça peut toujours servir. Et ne pas hésiter quand on réserve un logement et notamment une auberge de jeunesse à bien vérifier normalement dans les caractéristiques de la chambre. Il y a marqué s'il y a un casier sécurisé pour pouvoir mettre ses affaires. Donc c'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même régulièrement. Du coup, pour la recherche des logements, c'est vrai qu'en Australie, pour pouvoir trouver un logement, il y a pas mal de sites qui existent. Le premier qui me vient en tête, c'est effectivement Gumtree. C'est un peu le bon coin version australienne. Dessus, on va trouver plein d'offres pour des colocations, des logements, des locations, également pour des emplois, de la recherche de véhicules si jamais vous envisagez d'acheter un véhicule. Donc ça, c'est vraiment le site, on va dire, numéro 1 auquel il faut penser. Mais effectivement, il y aura pas mal de monde dessus puisqu'il est très connu en Australie. On a également Flatmate pour notamment les colocations, qui peut être un site plutôt utile. Et effectivement, comme tu le disais, Julie, on a tous les groupes Facebook, que ce soit anglophones ou même français, donc sur lesquels on peut retrouver pas mal d'offres de location, colocation. C'est vraiment, bon, pour le coup, Facebook, ça reste un réseau social qui est assez vieux et qui est un peu moins utilisé. Mais c'est vrai que pour les groupes de PVTistes, de façon générale, mais même pour la location, le logement,
Ça marche vraiment, vraiment très, très bien pour le coup. On a pas mal de groupes qui existent, donc ne pas hésiter à un peu chercher, à fouiller, à mettre le nom de votre ville d'arrivée si vous cherchez dans une ville en particulier, à mettre des mots-clés comme flat, flatmate, accommodation, des choses comme ça, ou même tenter en français, PVTiste, backpacker français en Australie, à Perth, à Sydney. On peut trouver pas mal de choses et des posts qui peuvent être écrits aussi par les personnes qui cherchent. Si vous cherchez une colocation, ne pas hésiter à mettre un petit post, une petite publication qui pourra être vue par quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose. Donc pourquoi pas. On a aussi un petit peu les techniques anciennes, les halls d'immeubles, également dans les accueils des auberges de jeunesse. Il y a pas mal d'offres, que ce soit pour les emplois ou pour les logements. Donc c'est des bonnes méthodes. Ne pas hésiter à faire marcher son réseau parce que ça marche plutôt bien. Donc voilà, le réseau, ça reste quand même assez important. On n'y pense pas toujours, mais on a toujours finalement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui habite en Australie, peut-être à Sydney ou ailleurs. Et en fait, on se retrouve vite à avoir quelqu'un sur place sur laquelle on peut s'appuyer potentiellement pour développer ses recherches. Donc, ne pas hésiter à s'ouvrir aux opportunités. Super. On précisera que on a sur pvtis.net un dossier qui s'appelle Trouver un logement en Australie ou chercher combien ça coûte. Et donc au chapitre 4, on a ajouté notamment, pour pas mal de villes australiennes, les groupes Facebook sur lesquels vous pouvez aller. Ça peut être une bonne base de recherche. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ce dossier en complément de tout ce qu'on vous aurait dit aujourd'hui. Alors après, les autres moyens un petit peu pour se loger, puis ce sera le dernier point, donc n'hésitez pas à continuer évidemment à poser vos questions sur le logement en Australie si vous en avez. Alors il y a notamment les working hostels qui sont un petit peu un truc, je ne sais pas vraiment si ça existe ailleurs. En tout cas, en Australie, moi, je l'ai expérimenté. En gros, les working hostels, ce sont des auberges de jeunesse qui sont vraiment en zone rurale. Et souvent, généralement, le gérant de cette auberge est en partenariat avec les fermes aux alentours qui n'ont pas envie de se casser la tête à chercher à recruter des gens. Et donc, les gens qui viennent dormir dans cette auberge de jeunesse sont envoyés tous les matins à bosser à gauche ou à droite. Moi, donc, j'ai fait ça en tout, j'y suis allée 2 fois, donc pendant environ 3 mois. J'ai beaucoup bossé dans les melons, dans les poivrons. Et donc, l'avantage de l'auberge de jeunesse, qui peut-être se prend un petit billet des fermiers très certainement, c'est qu'elle vous oblige aussi à dormir chez elle. Donc, dans une zone rurale, dans une ville où il n'y a pas grand-chose à faire, son auberge est tout le temps pleine. Excusez-moi. Donc, du coup, ça peut être une bonne option. Sauf que, avec le temps, déjà, quand moi j'étais en Australie, il y avait des coins qui avaient une mauvaise réputation. Je me rappelle de Bundaberg, je me rappelle de Mildura, qui avaient souvent cette réputation d'avoir des auberges, des working hostels, donc ces auberges-là, qui disaient oui, venez, il y a du boulot, puis finalement tu bossais 1 ou 2 journées par semaine, et au final tu payais presque plus de loyer que ce que tu gagnais comme argent avec ton travail. Donc voilà, moi ça s'est bien passé. Je pense qu'il reste encore des working hostels qui peuvent être intéressants, mais ne pensez pas forcément que ça va être le super bon plan. Si vous testez le coup, vous y allez pour une semaine, vous voyez un petit peu si vous faites un temps plein, vous gagnez dans les $1000 ou plus, ça dépend, 1 500 $ parfois plus si vous êtes payé au rendement dans la semaine. Dans ce cas-là, trop bon plan, vous restez là plusieurs semaines pour faire de l'argent, pour côtoyer des gens, puis aussi peut-être faire vos 88 jours pour avoir une deuxième année. Et puis si vous voyez que vous bossez pas du tout, voilà, partez tout de suite. Bon, si vous bossez pas parce qu'il pleut, c'est pas leur faute. Ça peut arriver aussi d'être au chômage technique, mais en tout cas, voilà, ça peut être une bonne opportunité, même si on a eu quand même des témoignages assez négatifs. Donc attention, les working hostels, ça peut être bien comme ça peut être vraiment nul, des auberges chères, pas de travail, de l'insalubrité, ça c'est vrai que c'est possible aussi. Donc voilà, on vous laisse regarder au cas par cas. Ensuite, on a tout ce qui est volontariat. J'ai vu que quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Effectivement, très bonne suggestion. Tout ce qui est woofing, workaway, help exchange, vous connaissez sans doute ces réseaux. Le volontariat, en gros, c'est vous allez donner environ 25 heures, parfois un peu moins, parfois un peu plus, 25 heures par semaine de votre temps à une ferme, à une petite structure, à une famille qui ont besoin de quelqu'un pour ramasser des fruits et légumes ou les vendre, pour repeindre des clôtures, pour faire des travaux, ce genre de choses, parfois pour garder aussi un petit peu les enfants en complément d'un autre boulot comme s'occuper des animaux, etc. Et donc vous n'êtes pas rémunéré, mais vous êtes logé, nourri et bien souvent blanchi. Ça vous permet de ne pas dépenser d'argent, de ne pas en gagner non plus, certes, mais vous êtes dans un environnement
un peu un safe place en général. En tout cas, quand ça se passe bien, c'est que vous n'avez pas la même pression qu'à un emploi si jamais vous parlez pas très bien anglais. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne alternative en tout cas. Vous avez aussi, et ça c'est toi qui connais quand même un petit peu plus, parfois il y a des boulots qui peuvent permettre d'être logé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de ton expérience? Oui, c'est vrai que en Australie, il arrive parfois que lorsque vous arrivez dans un hôtel, dans un Airbnb, une auberge jeunesse ou même des campings, si vous avez un véhicule aménagé, qu'on vous permette en échange de quelques minutes ou quelques heures de travail, d'avoir le logement gratuit. Donc j'ai eu la chance, enfin l'opportunité en tout cas de tester cette option-là et c'était vraiment pas mal pour le coup. En gros, j'étais arrivée dans un camping pour pouvoir être logée avec mon van aménagé et ils cherchaient en fait une aide ménagère pour les sanitaires. Donc je me suis proposée avec mon copain de réaliser du coup le ménage tous les jours. C'était 30 minutes par jour par personne, donc on le faisait en même temps. On le faisait très tôt le matin, mais pour le coup on avait l'emplacement pour notre van aménagé gratuit. Donc on économisait, je crois que c'était 60 $ dans ce camping-là. C'était assez cher d'ailleurs, hein, c'était à Byron Bay, donc assez populaire comme région et assez touristique. Et du coup, on a fait pas mal d'économies en échange de 30 minutes de travail qui restait assez accessible. Donc pour le coup, c'est un bon plan à ne pas hésiter à tester, à chercher un petit peu et à proposer ces services en échange du coup du logement. Exactement, merci beaucoup pour ton témoignage. Je vous mets en commentaire Woofing, Workaway et Help Exchange de Helpix pour répondre à la question de François pour le volontariat. Et puis on a sur pvtis.net un dossier qui s'appelle Faire du volontariat pendant son PVT qui vous donnera toutes les informations à connaître. J'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'on a des conseils pour trouver un logement à Melbourne. Alors c'est vrai que on a tout ce qu'on vous a donné comme conseil depuis le début. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route que le replay restera disponible sur notre compte Insta si vous voulez le revoir ou si vous voulez l'envoyer à quelqu'un qui part bientôt en Australie et qui se demande un peu comment faire. Donc via les groupes Facebook, etc., je pense que tu n'auras pas de mal en étant proactif. On l'a bien dit, il y a quand même une crise du logement. Tu trouveras quelque chose à Melbourne, surtout si tu cherches une colocation. C'est quand même plus simple qu'un appartement classique à trouver. Et puis, pour le début de ton PVT, hein, on recommande vraiment, je le répète, on l'a dit au début, éviter de vous engager, surtout financièrement, à distance. Parce qu'il y a des arnaques, ça peut être un appartement ou une colocation qui a l'air super bien et qui en fait est très sale, peu lumineuse, humide, enfin voilà, s'engager à distance, c'est quand même prendre des gros risques, alors que à distance, se réserver 1 ou 2 semaines d'auberge de jeunesse ou du Airbnb, hôtel, appart-hôtel, même si on recommande pas mal l'auberge pour le côté un peu social en arrivant, voilà, c'est quand même plus safe. Après, vous êtes sur place et vous allez voir souvent, on s'en rend pas compte. Je trouve que quand on se projette sur l'arrivée, on se dit oh là là, je vais rien connaître, je vais devoir faire ci, ça. Et quand on arrive, bon, ok, pendant quelques minutes minimum, on se dit bon, ok, bon, maintenant je fais quoi? Mais en fait, très vite, parce que je parlais tout à l'heure de Newtown quand je suis arrivée à Sydney dans mon auberge. Au bout de 2 jours, Newtown, c'était ma ville en fait. Enfin, c'était Sydney, ma ville. Newtown, c'est juste à côté. Mais voilà, c'était mon auberge, c'était mon repère, ma cuisine, mon coin du frigo dans l'auberge. Je prenais mon petit bus là, puis ça y est, je commençais à connaître. Et en fait, très vite, on prend vraiment des repères très vite. De toute façon, l'humain est très adaptable, hein. On l'oublie souvent et je trouve que ça nous fait une petite piqûre de rappel quand on part en PVT comme ça, loin de tout, loin de nos proches, dans une autre langue, etc. Et vous allez voir en arrivant sur place, en ayant un logement temporaire, vous allez vous libérer la tête de la question du logement et quand vous allez arriver, vous allez faire vos petites démarches obligatoires dont on vous parle, hein, autant sur www.australie.com que sur pvtis.net, tout ce qui est TFN, la banque, le téléphone, s'inscrire sur le registre des Français établis hors de France ou auprès des autorités belges ou canadiennes selon votre nationalité. Et puis voilà, et puis le logement, votre recherche, elle va se faire à ce moment-là, donc vous inquiétez pas. Puis on le répétait tout à l'heure, c'est plus difficile de trouver un logement, mais on n'a pas connu de gens qui se sont pas du tout logés. Voilà, si on peut vous rassurer quand même là-dessus. Alors, notez aussi que quand on n'est pas logé par son employeur, en tout cas c'est quand on n'a pas une opportunité d'être logé par le biais de son employeur, comme Morgane a pu le faire dans le cadre d'un de ses emplois, c'est possible souvent de se loger pas loin. Par exemple, moi quand j'étais dans le territoire du Nord, j'étais je crois à 1 heure et demie au sud de Darwin, donc vraiment dans la pampa complète. On bossait dans une tree nursery, c'est-à-dire qu'on plantait des petits arbres, des graines, etc. Bon, bah il n'y avait pas de logement sur place. Donc on était à 10 minutes environ en voiture d'un caravan park
où il y avait des gens de passage, des gens qui vivaient là toute l'année un peu en mode camping. Et puis il y avait comme ça, on était, je sais pas, 5, 10 travailleurs qui bossaient. Donc moi, je dormais dans un des préfabriqués avec d'autres gens avec qui je bossais, qui étaient mes potes. Il y avait des PVTistes français, je viens de penser à eux, qui dormaient sur le caravan park, mais dans leur van. Et en gros, dans ces cas-là, il y a toujours quelqu'un qui a un véhicule et de la place. Et donc, moi, je donnais quelques dollars par semaine. On s'était mis d'accord, quelques dollars par semaine aux personnes qui m'emmenaient le matin et me ramenaient le soir. Et ça se fait très bien, en fait. Donc, voilà, pas de problème là-dessus. Après, bien sûr, on peut dormir dans son véhicule, hein, son break, sa voiture. Bon, ça, c'est pas très confortable, mais bon, on va dire son break, son van ou son 4x4. Alors, évidemment, attention, souvent dans les reportages qu'on peut voir, c'est et il se couche devant l'océan. Voilà, super. Et comme je dis souvent, la voix off ne dit pas et ils eurent une petite amende de 200 dollars, parce qu'on n'a pas le droit de dormir là. Donc, évidemment, en van, on est plus discret en break, mais en tout cas en van, en 4x4, on ne peut pas dormir forcément partout. Attention à bien vous renseigner là-dessus. Là aussi, sur PVTist, on a quand même pas mal d'infos sur la partie road trip en Australie, où on pourra vous donner des conseils pour éviter d'avoir des amendes, justement. Ensuite, évidemment, vous pouvez dormir dans des campings avec votre véhicule. Il y a des aires de repos. Certaines autorisent de dormir dessus, d'autres non. Tout ça aussi, on vous en parle sur PVTist dans un de nos dossiers. Je ne me rappelle plus lequel. Et puis, est-ce que toi, tu avais l'application Oui. Wikicamps ou pas? Ouais. Et vraiment, je la recommande 100% parce c'est une vraie mine d'or pour le coup, pour trouver des lieux où dormir, des campings, des lieux gratuits, des aires de repos, des endroits pour trouver de l'eau, pour se doucher, pour aller aux toilettes. C'est bête, mais tout ça en road trip, ça vaut de l'or. Et sur cette application-là, il y a vraiment tout. Je crois que c'est presque 10 dollars l'abonnement complet. Mais ça les vaut. À vie, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ouais, tu la payes une fois, quoi. Ouais. Tu la payes pas mensuellement. Donc, ouais, voilà, exactement. Ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Ce sera un bon allié pour vous. Alors, je vois qu'il y a Rominou qui nous dit qu'il a peur parce qu'il parle pas anglais. Alors, faut pas que ça t'inquiète. Je pense qu'il te suffit d'avoir peut-être une petite liste de vocabulaire à apprendre. Peut-être par exemple que caution, ça se dit bond, que des semaines de loyer en avance, c'est des rents in advance, c'est des choses comme ça. Peut-être apprendre voilà des mots comme je sais pas moi préavis, qu'est-ce qui est inclus, voilà des choses comme ça. Mais moi je me rappelle mon propriétaire à Sydney, il parlait moins bien anglais que moi. Hein. Ça l'empêchait pas de louer des appartes et ça se passait très bien. Donc vraiment ne t'inquiète pas là-dessus. Donc toi, tu vas avoir un petit peu un dilemme. C'est est-ce que je me mets avec des francophones en coloc, comme ça je peux parler avec mes colocs, ou est-ce qu'au contraire, je me mets avec des non-francophones, comme ça je vais pratiquer l'anglais. Moi, je te recommanderais plutôt la deuxième option. Naturellement, tu vas tomber sur des francophones ou travaillent en auberge de jeunesse, des fois même dans la rue. Donc voilà, après, s'il y a un ou deux francophones dans ta coloc, c'est pas grave. Mais je te recommande pas une coloc full francophone parce que tu risques vraiment de pas du tout parler anglais. Et ça va te bloquer pour la suite pour le boulot, mais aussi pour plein d'autres choses. J'adore mentionner mon pote Guillaume que j'ai connu à Sydney. Et puis ensuite, quand j'étais dans ma petite pampa à ramasser les melons, je lui avais dit, bah viens, il y a du boulot. Il m'avait rejoint, on avait bossé ensemble. Et puis il avait bien aimé une petite Canadienne anglophone. Il a jamais pu lui parler à cause de son anglais pourri. Et je trouve ça trop dommage parce qu'il est passé à côté de plein de choses certainement, mais pas qu'avec elle, hein, pour le boulot, pour d'autres voyageurs. Moi, je me suis vraiment liée d'amitié avec je sais pas, des Suédois, des Anglais, etc. Et lui, c'était un petit peu le petit timide qui, du coup, parlait surtout avec les Français. Et donc voilà, faites attention si l'anglais, c'est quand même important, des fois, de prendre des colocs qui parlent anglais, que vous ferez répéter, tant pis. Et peut-être que vous devrez aussi les faire répéter parce que peut-être qu'eux aussi, ils auront un accent. C'est OK. Voilà. Donc, je te recommanderais vraiment plutôt ça. Je pense que est-ce que j'avais fait le tour là-dessus? Ah oui, vivre en auberge de jeunesse pendant plusieurs mois, ça, il y en a beaucoup qui le font effectivement, parce qu'ils n'ont pas envie à chaque fois de s'engager là où ils vont, parce qu'ils vont vivre un mois là, 2 mois là. Ça peut être une bonne solution, surtout si, comme moi, vous aimez la vie en communauté en auberge de jeunesse. On a parlé des inconvénients, hein, le bruit, ça peut être la lumière, ça peut être certaines auberges. J'ai un souvenir de Saint-Kilda à Melbourne, où les auberges, c'est des boîtes de nuit en fait. Donc si tu veux dormir, laisse tomber, c'est vraiment pas le bon endroit. Donc ça dépend ce pourquoi vous êtes là. Si vous voulez faire la fête, c'est magnifique. Si vous êtes en mode voyage et que vous voulez un peu vous reposer avant d'aller bosser plus tard, bon, c'est peut-être pas adapté. Mais en tout cas, l'auberge, c'est quand même l'occasion de rencontrer plein de gens
Et puis si un jour vous n'avez pas envie de parler, parce que des fois on n'a pas envie de parler, c'est pas grave, votre petit ordinateur, votre tablette, j'en sais rien, vos écouteurs, vous mettez une série en mode asocial, vous n'êtes pas obligé de sociabiliser tout le temps, mais si vous avez envie de le faire, et ben vous avez tout le temps quelqu'un avec qui parler, culture, voyage, expérience de vie, ça peut être des rencontres magiques aussi. J'avais fait un article sur pvtis.net qui s'appelle Dans mon auberge, qui fait un peu l'apologie de la vie en auberge quand on y reste plusieurs semaines, qu'on devient un peu dans les murs. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, puis il y a des gens comme nous qui restent, et ça fait des grosses colocs en fait, et moi j'ai vraiment adoré ça. Et puis bien sûr, il y a des auberges de jeunesse, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure aussi avec les campings ou autres, mais faut pas hésiter si vous restez longtemps dans une auberge à demander si ils cherchent quelqu'un pour faire un petit peu de ménage, parfois faire 2-3 heures par jour, un peu plus Et, peut-être, 2-3 jours. et faire aussi peut-être des négociations. Si vous restez longtemps, peut-être qu'il peut y avoir une réduction sur la semaine ou sur le logement au mois. Même pour les campings, j'ai plusieurs fois négocié le tarif sur la semaine. Et quand on reste sur du long terme, ça se fait assez facilement. Donc, ça permet de faire quelques économies. Donc, on ne dit pas Exactement. non en priorité Puis australienne. ça coûte rien de demander est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à l'accueil 2 heures par jour ou faire du ménage dans les chambres en échange du lit gratuit dans le dortoir ou ce genre de choses. Voilà, ça peut être pas mal. Je vois que quelqu'un dit pour l'administratif, est-ce qu'il faut mettre l'auberge de jeunesse pour le courrier? Ah, t'avais raison, on allait avoir cette question. Si on y reste longtemps, on peut recevoir du courrier. Ça, je pense que c'est pas gênant. Par contre, c'est vrai que si vous pensez rester une semaine au début dans l'auberge et ensuite partir, je pense pas qu'elle garde les courriers de tous ceux qui passent par là. Donc peut-être que ça peut être le moment de faire un petite mention de la poste restante, si tu veux en parler, Morgane. C'est vrai que la poste restante, c'est un peu le système de poste comme on peut l'avoir en France. C'est un très bon système quand vous partez en PVT Australie. C'est une solution pour recevoir son courrier ou potentiellement des colis. Il y a plusieurs systèmes. Il y a un article sur pvtis.net qui en parle et qui vous propose les différents services qui sont offerts par la poste restante et la plupart sont gratuits. Donc, c'est une bonne option. L'avantage, et ce que je dis souvent, notamment en atelier que j'anime, c'est qu'en PVT Australie, on ne reçoit pas tant de courrier que ça. À part le seul courrier qu'on reçoit, c'est la demande de TFN. Donc ça, vous le verrez quand vous organiserez votre arrivée en Australie sur les démarches administratives à réaliser. Et encore que, on peut le recevoir par téléphone directement. Ou alors la carte bancaire quand on ouvre un compte en banque. Mais ça, pareil, je recommande plutôt de se faire envoyer la carte bancaire directement en agence pour éviter qu'elle se perde parce qu'en auberge jeunesse, encore une fois, on ne sait jamais, il y a tellement de monde, il y a tellement de passages que ce serait dommage de perdre cette carte-là. Donc à part ça, après, en termes de courrier, à part des proches peut-être, on ne reçoit pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Finalement, même ici, on a peut-être un peu plus de factures, etc. Mais finalement, là-bas, c'est pas vraiment. Ah, des amendes peut-être? Oui, les amendes, peut-être, effectivement. Donc là, soit le système de poste restante, soit souvent, je conseille peut-être d'avoir, si vous avez quelqu'un, un proche, un contact en Australie, c'est ce que j'avais fait. Hein. Moi, j'étais partie, je connaissais personne, mais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, j'ai demandé si je pouvais laisser du coup l'adresse de son logement. Ça a été OK et c'était une bonne option pour pouvoir potentiellement recevoir une amende et pouvoir la payer ensuite. L'avantage aussi, c'est que tout est numérique. Donc, en Australie, à partir du moment où vous allez acheter un véhicule, etc., vous pouvez vous créer des comptes sur certaines applications liées du coup à l'état dans lequel vous avez acheté votre véhicule et vous pouvez suivre en direct. Après, sinon les amendes, parfois on les reçoit aussi en direct sur papier, donc ça peut être aussi une solution de la payer directement. Donc il y a quand même des petites subtilités à connaître pour pouvoir du coup trouver des solutions par rapport au courrier. Mais encore une fois, c'est des cas qui restent assez particuliers et ça arrive. Enfin, il y a des solutions, quoi. Poste restante, ça reste une très bonne solution pour pouvoir suivre son courrier tout au long de son PVT en Australie. Ce que François nous dit, c'était plus pour la partie emploi, pour la partie travail, mais pour le coup, tes employeurs, ils vont rien t'envoyer. Donc, la question, elle se pose pas vraiment. Non, les fiches de paie, ça dépend les employeurs. Moi, quand j'étais en ferme, c'était plutôt envoyé par mail. Certains les impriment directement et les donnent directement parce qu'ils ont l'habitude quand même de travailler avec des PVTistes qui sont généralement en mode nomade quand on part en ferme. Après, quand j'ai travaillé en restauration ou en hôtellerie, c'était plutôt sur des applications. Donc, comme on pourrait un peu le voir en France, maintenant, tout est assez numérisé. Donc, on va avoir une application sur laquelle on retrouve soit le contrat de travail, les fiches de paie, etc.
Donc c'était plutôt simple et j'ai jamais reçu de courrier. En fait, c'était fait soit en direct, soit de façon numérique. Donc plutôt une bonne solution. Oui, tout à fait. Impeccable. Alors oui, je vois qu'il y a des questions par rapport à passer de l'euro au dollar australien. Alors, au début de votre PVT, moi, je vous recommande quand même de vous envoyer de l'argent. Justement, je vois que quelqu'un parle de Wise. Effectivement, on a un super bon plan, autant sur pvtis.net que sur whvaustralie.com. Votre premier transfert d'argent via Wise est sans frais à hauteur de 2400-2500 euros environ. Je dis environ parce que c'est en pound qu'on a négocié cette offre-là. Donc, du coup, c'est environ 2400 euros. Donc, c'est vraiment, je pense, la meilleure offre Wise que vous pouvez trouver sur Internet. Si vous les avez jamais utilisées, n'hésitez pas à aller sur pvtist.net/wise. W-I-S-E et non Z. Et puis, ça vous permettra justement d'avoir du cash à l'arrivée parce qu'il y a pas mal de gens qui préouvrent leur compte à distance. Pour l'Australie, c'est pas obligatoire, mais il y en a pas mal qui le font. Ça permet d'envoyer de l'argent quelques jours avant d'arriver et d'avoir des fonds dès qu'on finalise son ouverture de compte à l'arrivée. Et puis, je peux aussi mentionner une carte que j'ai moi-même utilisée au Canada puis en Asie, là, il y a quelques temps. C'est la carte Boursobank. Alors, il y en a plusieurs qui existent. Vous connaissez Revolut, N26, etc. Ce que j'aimais bien avec Boursobank, c'est que moi, n'étant plus PVTiste, j'avais pas forcément besoin tout le temps de cette carte. Et leur carte, elle est gratuite si on l'utilise au moins une fois par mois, même pour 1 euro. Donc, j'aimais bien. Et je voulais préciser, je viens de vérifier que jusqu'à demain, à 17h, si vous ouvrez un compte via Boursobank, vous avez 150 euros de prime. Donc, si vous allez sur pvtist.net/boursobank avec un K, vous aurez l'info. Si jamais vous n'avez pas envie de faire ça d'ici demain, attendez. Parce que l'offre, elle est moins bonne après, mais il y aura une autre fois, sans doute, une offre à 150 euros. Autant avoir ça plutôt que 80, qui est un peu l'offre classique. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que ça permet sur place de payer par carte et de retirer de l'argent avec soit 0 frais, soit très peu de frais. Voilà, plutôt que de retirer avec une carte française ou étrangère de façon générale classique, là vous allez payer souvent des frais de retrait et un taux de change pas terrible. Donc là c'est quand même plus intéressant, je trouve. En tout cas moi Bourso ça m'a bien plu. Puis je vous ai aussi fait un article sur comment l'utiliser. En fait ils veulent éviter au maximum que vous ayez des problèmes de vol de carte. Donc vous allez indiquer que vous arrivez par exemple en Australie du temps au temps. Et puis si vous allez faire une petite semaine en Thaïlande, vous mettrez que vous êtes en Thaïlande du temps au temps. Comme ça, si 3 jours après quelqu'un a essayé de l'arnaquer, de vous voler votre argent en Thaïlande par exemple, quand vous aurez mis que vous n'êtes plus en Thaïlande, la carte, l'argent ne sera pas pris sur la carte. Donc moi je trouve ça hyper sécure, j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà, entre ces deux trucs-là, je trouve que c'est pas mal pour la question de l'argent. Et puis effectivement, pouvoir payer ces fameuses premières semaines de loyer et la caution, si vous prenez un appartement ou une colocation. Tu as parlé tout à l'heure, Morgane, des auberges de jeunesse avec casier. Là, je vois qu'on nous demande si c'est dangereux de prendre son ordinateur. C'est vrai qu'Enzo répète qu'effectivement, il y a des auberges avec des casiers. C'est important de regarder s'il y en a. Parce que s'il n'y en a pas, vous allez vous sentir obligé. Je ne sais plus s'il y en avait dans ma chambre. Mais moi, s'il n'y a pas de casier dans ma chambre quand j'ai mon ordi, je l'emmène partout. Donc, c'est pas du tout pratique. Vaut mieux avoir un casier, effectivement, emmener, comme tu l'as dit tout à l'heure, un cadenas un peu gros, histoire de dire. Et comme ça, quand vous quittez votre auberge, le soir, la journée, vous êtes tranquille. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au logement en Australie? Est-ce que notre carte française marche là-bas? Normalement, oui. C'est juste que, comme je disais, il y a pas mal de frais et tout. Et souvent, vous avez des plafonds qui ne sont pas géniaux. Genre 300 euros par semaine ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut dépanner de l'avoir. Mais il ne faut pas que ce soit votre plan A, quoi. C'est pas mal d'avoir, parce que souvent, les cartes australiennes, elles vous permettent de payer vos dépenses, etc., mais pas en ligne. C'est toujours le cas, Morgane. C'est vrai, j'avais pas fait beaucoup d'achats en ligne, mais moi j'avais pu payer j'avais payé mon billet d'avion pour partir à Bali et j'avais réussi en ligne. Alors ça peut dépendre peut-être des banques et de la carte, mais effectivement je rebondis pour la question sur la carte française. Ça fonctionne, mais il y aura des frais effectivement. Souvent on me demande si c'est intéressant de prendre une carte internationale auprès de notre banque française. C'est ce que j'avais fait parce que c'était un peu moins commun à mon époque, même si c'était pas il y a pas si longtemps, d'avoir une carte internationale et notamment Boursobank que j'ai maintenant pris pour voyager. Et donc j'avais souscrit à une carte internationale avec ma banque française, donc la Caisse d'épargne. Les frais étaient assez élevés, donc c'était mensuel.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très utile la première semaine, mais après une semaine, dès que j'ai ouvert mon compte en banque, l'ouverture de compte, elle est instantanée, et que j'ai reçu ma carte au bout d'une semaine, c'était plus vraiment utile d'avoir une carte internationale que j'ai continué à payer tout au long de mon PVT. Donc, si c'était à refaire, je pense que je ferais comme tu as dit, Julie, je prendrais la carte bourse aux banques, l'utiliser au moins une fois par mois, histoire d'avoir Voilà. ces frais-là et pas payer justement le reste, et avoir du coup ma carte bancaire australienne pour pouvoir payer les frais quotidiens. Ça suffit Ouais. franchement amplement. Ouais, tout à fait. Exactement. Et puis c'est vrai qu'après, si on va voyager un peu en Thaïlande, en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est souvent ce qu'on fait, on va tous faire un tour à côté. Votre carte internationale, elle sera là pour vous, alors que la carte australienne, elle marchera pas forcément. Ou elle aussi, elle aura plein de frais, un taux de change pourri, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, je pense qu'il y a des gens qui prennent Boursobank et Revolut ou N26. Voilà, parce qu'on a aussi une offre pour N26, mais moi je l'ai pas pris parce que c'est payant. L'offre sur PVT, c'est que vous avez 3 mois d'abonnement N26 offert. C'est aussi dans nos bons plans, hein. Mais c'est vrai que ça dépend si vous trouvez ça vraiment intéressant d'avoir une carte payante ou pas. Moi, je préfère quand c'est gratuit. Tant qu'à Moi faire. aussi. Bon, voilà. C'est pas même, je vous avoue que les cartes maintenant qu'on a tous, les LCL, Crédit Lyonnais, c'est la même chose, Crédit Agricole, ça m'énerve un peu de payer parce que quand je vois ce qu'elles nous permettent de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, alors que les néobanques nous font de la gratuité, des fois c'est tentant d'arrêter ça, mais bon, c'est quand même bien d'avoir une banque peut-être un peu plus classique au quotidien, tout de même. En tout cas, oui, avec la carte Bourso, je l'ai mis normalement sur la page Bon Plan. J'ai précisé les dépenses enfin les frais que ça occasionne et tu verras, c'est des tout petits pourcentages. Et encore, je crois que c'est 3 retraits par mois sans aucun frais, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, enfin pour le coup, on va croire que je bosse pour eux, c'est pas le cas, mais c'est juste que moi j'ai trouvé ça pratique. Moi aussi, hein, quand je l'ai pris, parce que je suis partie dernièrement au Canada et honnêtement, c'était super intéressant. En fait, j'ai rien payé comme frais Ouais. et j'ai pu ouvrir mon compte rapidement, bénéficier de l'offre parce que du coup, j'ai attendu justement Les l'offre 150, ouais. intéressante pour avoir les 150 euros et Bah oui, puis, tant qu'à faire. c'est toujours bien. Donc, autant en profiter. Exactement. Donc oui, puis tu as des plafonds qui sont quand même plus élevés, 2000 euros par semaine. Alors peut-être que tu n'as pas envie de dépenser 2000 par semaine, mais comme on l'a dit au début, s'il y a besoin d'argent d'un coup, ça peut être pas mal. Mais oui, je te laisserai fouiller un petit peu cette question-là. Donc pour ceux qui ont entendu le début, mais pas trop, l'offre à 150 euros sur Boursobank, c'est jusqu'à demain 14 janvier à 17h. Sinon, après, je vous conseillerais d'attendre une autre offre parce que sinon vous aurez que 80, c'est dommage. Alors oui, on nous demande si on fait des rencontres PVT. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. La dernière, c'était peut-être en septembre, je crois, en tout cas à Paris. Là, si on va en faire à Toulouse, on va en faire une à Toulouse le 11 février. Puisque le 12 février, je vais être à Toulouse pour un salon dédié au Canada. Donc la veille au soir, on va faire une sorte d'apéro PVT, toutes destinations confondues. Je n'ai pas encore lancé les inscriptions, mais en gros, notez le 11 février de 17h30 à 19h30 environ. Et donc, je serai là pour répondre à vos questions. On va aussi faire des choses, mais pareil, ce sera des événements plutôt Canada en journée et le soir un apéro PVTiste. On va faire quelque chose à Rennes et à Nantes. Ce sera notre collègue Marie qui va gérer ça. Et puis après, il va y avoir des salons aussi, pareil, de Marie à Lorient et à Vannes. Mais il n'y aura pas de rencontre voyageurs. Ce sera vraiment en journée de l'information générale sur le PVT. Et j'essaie de réfléchir. Avec Morgane, on a fait pas mal de choses récemment, hein. Toi, tu étais plusieurs fois dans le sud. Moi, je suis allée aussi à gauche, à droite. Mais là, prochainement, je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce qui est prévu, c'est ça. Voilà. Alors oui, je vois qu'il y a une question par rapport à le salon qu'on devait faire là sur l'Australie prochainement. Il y a eu comment on appelle ça, des travaux imprévus à l'ambassade d'Australie. Donc pour l'instant c'est en stand-by. On vous tient au courant prochainement. Mais voilà, c'est pas de chance. C'était pas prévu, mais ça va être les travaux vont être là où aurait dû avoir lieu le salon. Donc pour l'instant, on vous fait patienter un petit peu plus. Alors. Effectivement, là, on peut quand même prendre cette question par rapport à la carte SIM australienne parce que c'est vrai que quand vous allez chercher un logement, vous allez appeler, vous allez peut-être être rappelé, il vous faut un numéro de téléphone australien, c'est très important. Puis après, pour la recherche d'emploi, pour avoir des potes, etc., ce sera utile aussi. Toi, tu avais pris quel opérateur, si tu te souviens? J'avais pris Aldi Mobile, j'ai même gardé pour les ateliers, j'ai gardé le pack que j'avais pris. Donc c'est un starter pack de 25 $ avec dedans il y a une carte SIM qui est intégrée avec, on dirait que je travaille moi aussi pour Aldi Mobile.
avec à l'intérieur du coup toute l'explication pour pouvoir activer son forfait mobile. En termes de rapport qualité-prix, je l'ai trouvé très intéressant, mais effectivement, il y a plein d'autres opérateurs qui existent, Vodafone, Telstra, Optus, et puis après il y a des opérateurs un peu plus low cost qui sont forcément moins chers, avec des couvertures réseau qui peuvent être un peu moins intéressantes selon les endroits où on va. Mais il y a pas mal d'offres mobiles, c'est plutôt accessible quand on est en Australie. Il y a un article d'ailleurs sur le sujet sur pvtis.net et sur whvaustralie.com. Donc ne pas hésiter un petit peu à comparer les prix, à aller voir directement, soit du coup dans les agences, soit si vous optez pour un opérateur plutôt low cost comme Aldi Mobile, aller directement en supermarché. Et c'est vrai qu'en ce moment, je rédige un article pour whvaustralie.com concernant Olafly et justement les forfaits mobiles. Enfin, en tout cas, Internet via les eSIM, ça peut être une bonne option parce que quand même, si on veut beaucoup de gigas d'Internet, ça coûte vite cher en Australie. Donc, peut-être avoir un numéro de téléphone australien avec le minimum de forfait Internet et prendre en complément une eSIM, ça peut être une bonne option pour avoir pas mal d'Internet et pouvoir rester en contact avec la famille, avec les amis, etc. Donc voilà, faire un petit peu un micmac pour avoir le plus d'options possibles sur le forfait mobile, c'est pas mal. Super. On nous demande aussi si c'est payant de demander le permis international. Alors pour les Français, c'est gratuit, c'est juste que c'est long. Il faut compter un bon 5 ou 6 mois, donc anticiper quand même ça. En sachant qu'il y a 2 États australiens, je ne veux pas dire de bêtises, c'est le Queensland et la Western Australia, c'est ça, oui, qui depuis 2 ans environ n'acceptent plus le permis de conduire international. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de PVTistes maintenant qui partent en Australie, qui font traduire leur permis de conduire. Et c'est pour ça qu'au tout début, je vous parlais d'un super bon plan qui est dispo autant sur whvaustralie.com que sur PVTist. C'est Altus. Je pense que c'est une des meilleures offres de traduction. C'est un traducteur super sympa qui fait ça très bien et qui du coup vous permet de partir avec un permis de conduire étranger traduit en anglais. C'est un traducteur natif, c'est-à-dire validé par les autorités australiennes et c'est valable 1 an. Donc si vous pensez faire un PVT d'1 an à Melbourne, à Sydney ou à Darwin, pas besoin. Le permis de conduire international suffit. C'est juste que si vous pensez voyager dans le Queensland, qui est quand même un état où on va beaucoup, parce qu'il y a la grande barrière de corail et tout, ou si vous allez en Western Australia, qui est de plus en plus l'état préféré en termes de voyage des gens, et bien là, il vous faut cette traduction-là. Et puis, Voilà. en termes de prestations, pour donner un ordre d'idée, pour la traduction de permis, c'est 22,50 € avec le bon plan pvtis.net et whvaustralie.com. Et c'est sous un jour ouvré. Donc, pour le coup, si vous partez bientôt, vous pouvez anticiper la demande, le faire avant de partir. Et si vous arrivez sur le territoire où vous y êtes déjà, vous pouvez le faire traduire directement en Australie. C'est aussi une très bonne solution et c'est beaucoup plus rapide, quoi. Pour le coup, faut pas s'en priver. Exactement. Alors, je vois qu'on arrive au bout des questions, donc je voulais quand même vous rappeler pour ceux qui ont des questions sur le Canada, parce que j'en ai quand même vu pas mal, ou si vous avez des questions qui sont sur une autre thématique en Australie, on se retrouve mercredi midi ici là sur Instagram, sur le compte PVTiste pour notre habituelle session de questions-réponses en direct sur le PVT, tout pays confondu. Vous avez aussi, la semaine prochaine, ce sera mardi midi et non mercredi, hein, on va changer un petit peu le jour. Vous avez aussi la possibilité de participer aux ateliers gratuits de Morgane sur pvtist.net. Vous allez sur pvtist au pluriel.net/atelier au pluriel. On vous rappelle que les prochaines dates, c'est 22 janvier, 5 février et 19 février. Ça permet vraiment d'être en petit groupe et de poser vos questions. Bien évidemment, je vous invite à suivre whvaustralie.com sur TikTok et sur Insta. Donc, le compte Insta, c'est whv Australie. Vous pouvez nous suivre aussi pvtis.net sur Insta, sur TikTok. Comme je vous l'ai dit, on a des formats qui sont assez différents. Donc, c'est pas du tout un doublon de nous suivre des deux côtés. Parce que voilà, il y a plus de vidéos du côté de whvaustralie.com que sur PVTist. Voilà, puis je pense qu'on sera amené, si ça vous a plu aujourd'hui ce format-là, on sera amené comme ça avec Morgane à refaire un petit peu des points. Peut-être que la prochaine fois on parlera de l'emploi, peut-être qu'on parlera d'une autre thématique. Si vous avez envie de vous jeter sur votre clavier pour nous suggérer les prochaines thématiques de ce genre de live, nous on trouve ça très sympa de le faire aussi. Comme ça on vient répondre directement à vos questions, ça nous paraît très pertinent.
Ok. Alors ça sera typiquement la white card, ça pourrait être une thématique pour la thématique de l'emploi. Effectivement, pour les fermes solaires, je ne sais plus, mais en tout cas, on a sur pvtis.net un dossier sur l'emploi quand on est en PVT en Australie et on parle de tout ce qui est RSA, white card, le RCG ou RSG, je confonds toujours. En tout cas, toutes les petites accréditations, là, les petites, comment ils appellent ça, les petits tickets qu'il faut passer. Voilà, pour avoir le droit d'exercer certains métiers en Australie. Donc, n'hésitez pas à regarder tout simplement notre article qui s'appelle, hop, je vous dis ça tout de suite, qui s'appelle... Je crois que c'est dans le dossier travail. Oui, il y a dans le dossier travail, mais pour rien manquer, ça peut être bien d'aller sur notre article qui s'appelle Site utile pour trouver du travail en Australie en 2025-2026. C'est sur pvtis.net et donc vous aurez pas mal de choses. Et puis sur whvaustralie.com, vous avez aussi, je vous rappelle, on l'a dit tout à l'heure, une carte avec les fermes vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour chercher du travail. Et tout est gratuit sur WHV Australie, autant la carte interactive des fermes, le guide pour acheter et revendre son véhicule en Australie, mais aussi le guide PDF sur les villes australiennes. Si vous hésitez un petit peu entre plusieurs, ça pourrait vous aider un petit peu là-dessus. Alors oui, effectivement, l'emploi, ça peut intéresser. Je m'en doutais parce que c'est souvent la thématique qui intéresse beaucoup. Donc, on va en discuter avec Morgane pour voir ça. L'emploi et souvent l'achat d'un véhicule aussi, ça revient pas mal. Donc pourquoi pas. Ça pourrait être ça, effectivement, qu'on prévoit ça. Et puis, on vous l'annoncera des deux côtés en story Insta. Donc, en nous suivant, vous ne manquerez pas l'info. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos questions. On espère que ce live vous a été utile. Est-ce que tu veux ajouter un petit... Non, merci à tous et n'hésitez pas du coup à profiter des bons plans. Comme on disait tout à l'heure, toute petite économie peut être utile ensuite à allouer à son PVT Australie, donc autant en profiter. Et puis, je vous souhaite une bonne préparation pour un PVT Australie qui arrive prochainement peut-être, donc profitez bien. Ouais, profitez bien. Pour nous, ça a été une année incroyable dans nos vies, donc on peut que vous recommander, malgré une inflation, malgré un peu une crise du logement, malgré parfois des écueils, enfin pas des écueils, mais des choses qui peuvent être un peu nulles aussi en PVT parfois. L'expérience globale est quand même assez sensationnelle, donc lancez-vous et puis profitez bien. À bientôt. À bientôt.